Bonjour et bienvenue dans la rumeur. Une information exclusive, soi-disant révélée. Je cause avec toutes les voix Température baisse, plus les esprits s'échauffent. Mais en même temps que l'eau monte, Origine de ce remue-ménage. la rumeur, elle aussi, grossit. 4,2 milliards des individus sont des internautes. Selon une étude de Techmark, nous regardons 221 fois par jour notre smartphone et 140 fois par jour notre ordinateur. Et ce n'est qu'un début. Pour prendre un exemple, l'intelligence des objets va accroître de manière significative notre rapport au monde virtuel. Une éducation à cet univers devient donc nécessaire, plus encore lorsque l'on regarde les cyberattaques croissantes liées à une utilisation de technologies exponentielles. Le numérique est-il devenu une nouvelle source d'insécurité ? Pour répondre à cette question, je me retrouve avec Pablo Rossi. Bonjour Pablo Rossi. Bonjour. Vous êtes chercheur au LIAST, Oui, spécialiste de la vie privée et de la cybersécurité, j'essaye. et vous êtes maître de conférences à l'Université de Saint-Denis. Oui. Je me retrouve aussi avec Benoît Grunenwald. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes employé chez EZ, qui est une entreprise qui fête ses 30 ans cette année, Tout à fait. qui est une entreprise placée 5e sur le marché mondial de la cybersécurité. Et je me retrouve avec Clément Pévrier. Février, bonjour. Bonjour. Et vous êtes le développeur du jeu Anna. Alors, je suis cofondateur du studio Almost Game Oui. et je suis game designer sur le jeu Anna the Game et je suis aussi chef de projet dans le digital. D'accord. Justement, on va aller vers votre jeu. Ok. J'aimerais qu'on puisse, Très bien. justement, on va commencer le débat avant de discuter. J'aimerais que nous agissions d'une certaine Parfait. manière. Donc, vous voulez tester le jeu, c'est ça? Voilà, Principe. exactement. Ok. Alors, pour résumer l'expérience, donc c'est un jeu qui réplique l'interface d'un smartphone que tout le monde connaît. Pourquoi? Parce qu'on voulait casser le quatrième mur entre le jeu et le joueur. Et donc vous allez retrouver une messagerie, vous allez retrouver les appels vocaux, les notes, le calendrier. Et l'idée c'est qu'au début du jeu, des gens vont venir vous parler sous forme de messages textuels, donc comme dans une appli de messagerie, quelle qu'elle soit. Donc au début ça va être très simple, ça va être des messages assez basiques, assez standards de gens que vous allez apprendre à connaître. Et très vite dans l'aventure, quelque chose va déraper, ça va glisser vers un thriller et vous allez devoir résoudre des énigmes, essayer de comprendre ce qui se passe, sachant que chacun de vos choix va impacter votre aventure de manière significative sur les interactions que vous avez avec les personnages, mais aussi sur les fins du jeu. Donc comme dans la vraie vie, en fait, ça brise le quatrième mur, parce que quand vous avez le téléphone dans votre poche, vous recevez des notifications. Alors vous savez que c'est l'application Anna the Game qui vous envoie des notifs, mais si vous attachez un tant soit peu au personnage qu'on a essayé de travailler, on a mis de la profondeur, etc., vous allez vite être perdu à savoir est-ce que c'est un message que j'ai reçu d'un de mes contacts, ou est-ce que c'est quelqu'un du jeu qui n'est pas vraiment réel pour le coup. Mais voilà, c'est le principe du jeu. Donc là, vous êtes dans la phase de tuto, vous pouvez choisir si vous êtes un homme, une femme, C'est tout. si vous êtes Je dois intéressé. choisir un code. Voilà, donc qui peut paraître anodin, mais qui aura son importance plus tard dans l'aventure. Je ne vais pas trop spoiler le jeu. Vous pouvez bien sûr écrire votre nom, votre prénom. Donc, alors après, on va parler de sécurité informatique. Ces données ne sont absolument pas divulguées à qui que ce soit. Elles sont en local dans le jeu. Si vous supprimez l'application, elles disparaissent. Donc voilà, donc, vous recevez les premiers messages normalement. Ça charge. Ça charge. Ouais. Tu as reçu un premier message. Oui. Donc d'une dénommée Anna, et qui te dit, je sais pas si tu veux bien lire le message. du coup. Salut chérie, je te rappelle que j'ai pris rendez-vous avec le docteur le 7-04-16. Tu peux voir le rendez-vous dans ton calendrier et accepter l'invitation s'il te plaît. Donc là j'ai mis, il faut que j'aille dans le menu. Voilà, donc là Calendrier. c'est très simple au début, c'est pour apprendre aux joueurs à aller dans un calendrier, accepter une invitation, etc. pour que ça déclenche la suite du jeu. Même si familièrement on sait tous utiliser un calendrier aujourd'hui sur un smartphone, puisque le digital est rentré dans nos vies, c'est aussi Par contre, du coup, l'objet de l'émission. Donc voilà, donc là tu as reçu les premiers messages. Alors au début c'est très trivial comme je disais, ça va être très simple, ça va être votre ami qui va venir vous parler, qui a un match de foot, est-ce que vous acceptez ou pas? Libre à vous d'accepter en fonction de prendre les informations du téléphone. Peut-être que ce soir-là du match de foot vous aviez rendez-vous avec votre copine ou votre copain. Donc voilà, ce genre de choix va impacter votre aventure jusqu'au moment clé où au milieu de l'aventure il va se passer quelque chose de terrible et ça va vous plonger vraiment dans un thriller interactif
pour essayer de vous faire vivre en fait la pire journée de votre vie, quoi. Donc là, par exemple, je suis en retard pour le restaurant. Par exemple, Mm. si tu te calques sur l'heure de la vraie vie, ouais. Non, non, même, 31, 30. Ouais. Mais là, ça, c'est pas l'heure du jeu en fait. 8h31, c'est l'heure de mon OS. Ah, Ouais. ok. Oui, ça, c'est fourbe. Et combien est-ce qu'il y a de possibilités? Alors, en termes de quoi? En termes de possibilités, si moi je réponds quelque chose et que lui répond autre chose. Alors, ouais, très bonne question. En fait, il y a basiquement un point A pour aboutir à un point B, C, D. Donc, en fait, il y a 3 fins différentes. On peut arriver vraiment à ces fins en suivant des choix différents. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez refaire le jeu pour découvrir des nouveaux axes narratifs, pour vous apprendre un peu plus sur le background de l'histoire, puisqu'il y a quand même une dizaine de personnages. Il y a aussi des références à des personnages qui ne sont pas dans le jeu, mais qui seront potentiellement dans une suite ou dans un prologue. Et donc tout ça vous en apprend plus sur le background. Donc on a des gens comme ça qui ont refait le jeu en boucle pour vraiment choper tous les détails. Et puis après, on a mis des choses qui nous faisaient marrer, comme des boucles temporelles. Vu que c'est un jeu qui propose des choix multiples, on s'est dit, mais si une personne répond de manière répétée un certain nombre de fois une réponse, pour tester le jeu dans ses limites, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il ne va jamais sortir de cette boucle. Et donc on a pris le parti de dire, ah bravo, tu es dans une boucle temporelle, comment on fait maintenant pour t'en sortir? Eh ben on t'impose un choix. Voilà. C'est quand même pour rappeler que c'est un jeu vidéo, que ça reste divertissant. Et le travail de game designer, c'est certes de faire quelque chose de réaliste dans ce cadre de projet, puisque on voulait coller à la réalité, on voulait casser le 4e mur, mais il faut que ça reste fun à jouer. Et la réalité, elle n'est pas si fun que ça. Donc il y a quand même de l'humour, il y a des choses qui paraissent peut-être invraisemblables dans les choix de réponses qu'on livre aux joueurs. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ah, j'aurais pas dit ça dans les 3 choix qui m'ont... » Oui, mais on peut pas... voilà, c'est des réponses Choisir le truc le plus proche. Ouais, voilà, de ta personnalité. Sachant que dans le jeu, quand même, on propose aussi du free text. Donc, ce qu'on appelle le free text, c'est quelqu'un va vous poser une question et vous pouvez répondre non, je ne t'aiderai pas, par exemple. Mais à ce moment-là, la personne va peut-être se vexer et peut-être que vous n'aurez plus de nouvelles de cette personne. Là, déjà, ma copine, elle est vénère parce que je lui ai dit ok, ça marche et pas bisous, je t'aime, quoi. Ah, voilà. Bon, bah. Ouais, genre, oui, t'es sûr que tout va bien? Un peu lourde. Elle veut mon numéro de carte bleue maintenant. Ah, mais pourquoi? J'ai déjà reçu des mails comme ça, il faut pas répondre. Alors, c'est pas une arnaque. Voilà, non, mais oui, pas... je me doute. Donc là, il va falloir prouver le numéro de la carte bleue, par exemple. Encore une fois, c'est pour t'inviter à fouiller dans le téléphone. Parce que tu stockes ton numéro de carte bleue dans ton téléphone? Non, mais tu... En fait, c'est un serious game qui C'est un t'aide à la serious- cybersécurité, qui te sensibilise Alors, à la sécurité. c'est un serious game. Je peux Note. malheureusement... En fait, le thème principal du jeu, je vous parle de thriller. Le thème principal, en fait, c'est plutôt la maladie. Mais je peux pas en dire plus parce que si vous voulez jouer au jeu, ça va vous gâcher le plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur ce rapport Parce que voilà, les messages que ce personnage envoie, ça pourrait être une personne quoi, qui le voit. Donc c'est vrai que on peut se dire, on voit un message à The Game, et puis en effet, on pourrait voir un message d'une amie qui pourrait être de la même nature. Qu'est-ce que vous en pensez justement qu'au fur et à mesure, le jeu vidéo va de plus en plus, et même le numérique casse cette frontière entre le réel et le virtuel? Le danger, peut-être l'amalgame entre le jeu vidéo et la réalité. Et que le personnage que l'on croit être ici se retrouve dans la rue à commettre soit des choses bien, soit des choses moins bien. Ouais. Je pense pas qu'il faut trop penser que les gens s'identifient. Enfin, la plupart des gens sont quand même capables de faire la différence entre le jeu vidéo et la réalité, même si c'est de plus en plus réaliste. C'est un peu un discours alarmiste, je trouve, et qui essaye de faire peur. Enfin, quand l'imprimerie a commencé, ça a été les bouquins qui étaient dangereux, qui allaient désociabiliser les gens, puis ensuite d'autres choses, et maintenant c'est les jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo existent depuis longtemps. Hein. Ouais, mais justement, tu vois, il y a pas. Les gens qui jouent à Pac-Man, ils sont pas tous enfermés dans des pièces noires à faire tu vois, genre. Ouais. Donc, Je sais pas, je prends par exemple, là, il y a quelques jours, j'ai regardé un documentaire dans lequel on voyait, sur la guerre d'Irak, on voyait des jeunes militaires qui étaient dans des tanks énormes et qui avaient la musique à fond et qui avaient un rapport complètement... qui n'avaient pas un rapport de réalité par rapport à ce qu'ils faisaient, qui est beaucoup moins important, je pense, par le fait qu'ils étaient dans leur bulle et qu'ils étaient... Eux-mêmes se disaient justement pour mieux vivre le moment de mettre la musique. Là, c'est une distance qui se met justement entre justement cette extraction de la musique et ce qu'ils sont en train de faire.
Donc, par exemple, dans le cadre de cyberattaque, moi je trouve qu'il y a ce rapport où on est réellement en train d'attaquer quelqu'un et en même temps on le fait sur un point de vue, Il y a une à la distance base en plus, virtuellement. Ouais. Quoi. Est-ce que ça, c'est pas justement aussi un risque quand même enfin, si, que justement, est-ce que les cyberattaques, on ne peut pas les voir se dire qu'elles peuvent aussi, à l'avenir, de plus en plus augmenter, parce que aussi, c'est peut-être une culture qui peut se faire progressivement autour. Quand je vois les générations de plus en plus, c'est évident, quoi, Internet, le téléphone, la tablette, etc. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'on peut avoir progressivement des cyberattaques qui se feraient parce que les gens vivent de plus en plus en décalé des actes qu'ils peuvent faire par le fait de passer d'abord par du numérique? Qu'ils n'auraient pas conscience que leur cyberattaque se répercute véritablement dans le monde réel et qu'elle a des conséquences. Oui, que de moins en moins on ait cette conscience. Ouais. Effectivement, c'est plus facile d'être caché derrière un écran, de critiquer même sur les réseaux sociaux, etc. Après, dans le cadre de cyberattaques, j'ose espérer que les gens qui en font savent vraiment ce qu'ils ont pour but et pourquoi ils le font. Sinon, ce serait un petit peu, il n'y aurait pas de sens à lancer une cyberattaque si c'est juste gratuit. Après, on peut dire pour tester un système informatique quel qu'il soit, pour le défi personnel, d'accord. Mais je pense que ces gens-là font bien la part des choses et savent quand ils mettent en place une cyberattaque pourquoi ils le font et comment ils le font. Juste pour revenir sur les cyberattaques, je pense que ce que tu as exposé, c'est peut-être en partie vrai, mais je pense que c'est négligeable pour expliquer l'augmentation du nombre de cyberattaques et ces choses-là. Je pense que ce que tu as exposé, le fait qu'on ne se rende pas compte, ce genre de choses-là, je pense que c'est négligeable devant le fait que la surface d'attaque, elle augmente vachement parce qu'on a de plus en plus de choses qui sont numériques et c'est de plus en plus intéressant parce que l'argent passe par là, parce que... donc je pense que l'augmentation du nombre de ce qu'on appelle cyberattaques, c'est dû à la plus grande surface vulnérable. Donc par exemple maintenant avec tous les objets connectés, les trucs comme ça qui sont pensés pour... l'ingénierie qui est dedans, c'est pour que ça marche et pour que ça aille vite sur le marché. Et du coup la sécurité, c'est quelque chose de second plan qui n'est pas pensé à la base, qui arrive comme une surcouche après quand ça arrive. Et du coup on se retrouve avec des choses très vulnérables et de plus en plus partout. Et je pense que ça c'est un facteur qui explique beaucoup plus l'augmentation du nombre de cyberattaques, si c'est le cas, que le fait que les gens qui attaquent ne se rendraient pas compte de ce qu'ils font ou qu'il y ait une distance qui fait que c'est plus facile d'attaquer quelqu'un que de le faire en vrai. La plupart sont motivés par l'argent. Oui, sûrement, oui. Ou par de l'activisme. On va se retrouver avec des motivations qui seront presque aussi diverses qu'il y a d'attaques. On peut chacun avoir à un moment l'envie ou le besoin pour un dessein particulier d'aller attaquer, corrompre un système ou aller dans un système. Mais on n'est pas pour autant un pirate ou un hacker en permanence. On peut l'être de manière opportuniste, on peut l'être parce qu'on a des capacités, parce qu'on se fait flouer aussi. On peut être attiré par certaines lumières qui ne sont pas forcément celles que l'on aurait suivies si on était complètement éclairé. Donc il y a des personnes qui ont des capacités aussi à hacker des systèmes, à devenir attaquants et qui sont manipulés pour pouvoir arriver à des fins qui ne seraient pas celles vers lesquelles ils seraient allés initialement. Et quel type de cyberattaque on retrouve jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire cyberattaque déjà? Ouais, déjà c'est pas clair. C'est pour ça que je disais ce qu'on appelle cyberattaque. Ça peut être plein de choses, ça peut être donc des choses qui sont très légalement définies comme de s'introduire frauduleusement dans un système informatique, ensuite de s'y maintenir. Donc ça peut être une catégorie de cyberattaque, mais après il y a des choses qui peuvent aller beaucoup plus loin. Je sais pas, j'imagine qu'on pourrait aussi appeler cyberattaque le fait par exemple de prendre le contrôle d'un distributeur automatique et de récupérer les empreintes de cartes, vu que c'est quelque chose qui se fait avec de l'informatique. Donc voilà. Ça peut être, ça me semble très très large, c'est pour ça que c'est difficile aussi d'en parler de manière aussi générale, quoi, parce que ça peut être une personne qui va espionner le réseau Wi-Fi de son voisin parce qu'il y a des histoires entre amis, entre voisins, j'en sais rien, et ça peut être un État qui va mettre un virus dans des centrales nucléaires, quoi. Et on ne parle pas du tout de la même chose, et dans ces deux cas-là, et du coup c'est un peu difficile de faire des généralités, quoi. Le cyber est un moyen. Donc on a la cyberguerre, on a
la cybermalveillance entre voisins, entre jeunes, le cyberharcèlement. Finalement, la cyberattaque est le reflet dans le monde cyber de ce que l'on peut retrouver habituellement en termes d'attaque, de guerre ou de malveillance. Et justement, en parlant du coup sur un plan plus collectif, qu'est-ce qu'on peut voir comme attaque d'ampleur importante possible? Il y a peu de temps, on a découvert une attaque qui a coupé l'électricité de villes en Ukraine. Pendant combien de temps? Alors on a eu plusieurs attaques, on a constaté plusieurs attaques. Une a duré quasiment une journée et la dernière a duré moins d'1 heure. D'accord. Et là, justement, est-ce qu'on savait les raisons qui avaient poussé ces individus à faire ça? Non, c'est compliqué de définir, de trouver les raisons qui ont mené à cette attaque. Cela peut servir d'entraînement, grandeur réelle, pour d'attaques de plus grande ampleur. On peut imaginer qu'il y ait eu des extorsions de fonds. On l'a vu avec le métro à San Diego qui a été paralysé par un ransomware. Et là, c'était clairement affiché. Si vous voulez retrouver une partie de votre métro, le contrôle du métro, vous devez payer une rançon. Donc parfois c'est clair, parfois c'est moins clair. En tout cas, même pour nous les professionnels, les entreprises ou les cibles ne dévoilent pas forcément les raisons et la finalité pour lesquelles elles ont été attaquées. Et est-ce que généralement on retrouve les personnes qui ont attaqué en majorité? Non, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. On a quand même du succès, il y a de la coopération internationale qui se met en place. On arrive assez régulièrement à démanteler soit des gangs de cyberattaquants, soit à mettre... parfois on arrive juste à stopper les attaques sans pour autant trouver les personnes qui sont derrière. Mais il y a quand même un grand nombre de succès. D'accord. Parce que c'est vrai que là, enfin, je veux dire aujourd'hui, ce qui est assez innovant, c'est aussi l'importance des capacités qu'un acteur privé, comme je le disais dans l'introduction, peut avoir dans le monde en fait par ces attaques. Est-ce que c'est pas comment est-ce qu'on peut penser ça? C'est cette nouvelle phase d'une certaine manière dans la société, dans l'armement. Je dirais c'est une économie parallèle qui parfois est comparée à celle de la drogue. On sait qu'en France, on estime le chiffre d'affaires, le revenu à plus de 10 millions d'euros par mois pour les cybercriminels. Donc c'est non négligeable et ça permet de faire vivre un certain nombre d'acteurs. Donc c'est une économie qui se met en place et qui vit et qui évolue comme on peut l'avoir dans de nombreuses sociétés privées, qu'on a des développeurs, des commerciaux, du marketing, parce que les groupes entre eux doivent se vendre, chacun doit pouvoir se montrer, montrer ses capacités et puis vendre parfois ses services aux plus offrants. C'est vraiment une industrie complète en fait, c'est-à-dire qu'il y a plein de rôles différents. Il y a des gens qui vont être clients par exemple, qui vont juste acheter des lots d'ordinateurs sur lesquels on a un contrôle pour les utiliser ensuite pour mener des attaques. Il y a des gens du coup, dans le rôle, ça va être de récupérer le contrôle sur des ordinateurs pour pouvoir les vendre à des gens qui veulent avoir ce qu'on appelle un botnet, donc un ensemble d'ordinateurs qu'on contrôle et à qui on va pouvoir donner des ordres très directement, genre faites plein de requêtes sur ce site-là pour le faire tomber, parce que le serveur ne va pas supporter la charge. Il y a des gens dont le métier c'est de trouver des failles qui vont être vendues, entre autres aux gens qui vont ensuite les exploiter pour avoir le contrôle des ordinateurs qui ensuite ils vont revendre. Enfin, c'est vraiment, il y a plein de métiers dans ce domaine-là et beaucoup, enfin, c'est une vraie industrie quoi. Et vous trouvez des places de marché justement pour pouvoir aller acheter tous ces services. Mais quel avenir ça nous amène à qu'est-ce qu'on peut voir de ça qui est en train d'émerger? Comment est-ce qu'on peut imaginer dans 20 ans, du coup, l'état des choses, vous dites? Ça va être compliqué. Il va falloir vivre avec et on a toujours joué au chat et à la souris entre les gentils et les méchants. Là, on va continuer, comme tu disais, le nombre d'objets connectés d'une manière générale, quel qu'il soit, est en croissance exponentielle et on va devoir réfléchir à ces objets. Est-ce qu'il faut déjà tout connecter et ensuite, une fois qu'on le connecte, est-ce que l'on doit
comment est-ce qu'on doit l'utiliser, quelles informations on va lui donner, quels droits on va lui donner dans notre vie. Mais il est clair que voilà, en ce moment, on est en train de, je ne vais pas dire tout connecter, mais presque. Et donc, il faut prendre conscience que cela a un impact et qu'il faut le mesurer. Sachant qu'en plus, c'est un jeu du chat et de la souris qui est complètement biaisé, parce que c'est pas du tout un équilibre entre entre l'attaque et la défense. C'est-à-dire que imaginons qu'on a un système, il y a quelqu'un qui veut le défendre, il y a quelqu'un qui veut l'attaquer. Donc ça va marcher, on va faire des cycles où l'attaquant va essayer d'attaquer, le défenseur va essayer de défendre. En fait, l'attaquant, il a besoin de réussir une fois et il a gagné, alors que le défenseur, il doit gagner à chaque fois. C'est-à-dire que s'il perd une fois, il a perdu, alors que l'attaquant, s'il gagne une fois, il a gagné. Donc du coup, c'est plus facile d'attaquer que de défendre. Voilà. Donc c'est un jeu qui, en plus, est déséquilibré en faveur de l'attaque. Et c'est pour ça que quand on dit la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est aussi que y a beaucoup de gens dont le métier, c'est la sécurité, qui pratiquent ce qu'on appelle la sécurité offensive. C'est-à-dire que pour mieux protéger les systèmes, ils cherchent à les attaquer pour trouver les failles les premiers, et ensuite, quand on connaît bien la faille, on peut la corriger. Voilà. D'accord. Et globalement, l'attaquant peut également posséder le matériel qu'il va attaquer ou le système de défense qu'il va attaquer. Surtout avec les objets connectés. Surtout avec les objets connectés, ce qui va lui donner une longueur d'avance sur la personne qui va créer l'objet connecté. D'accord. Après, il y a, donc là, c'est sur un plan privé, sur des individus dont on ne connaît pas les intentions ni les actions au final vraiment. Mais on a quand même aussi les acteurs étatiques qui, eux, aussi s'arment sur ce plan-là. On développe, voilà, quand on voit la NSA avec Prism ou d'autres, Xcore, etc., qui sont des logiciels d'espionnage de haut niveau. Est-ce que ça, c'est pas... est-ce que vous pouvez me détailler un peu plus justement les capacités aujourd'hui que les acteurs ont quelles sont ces armes sur nous, dans le sens entre elles et pour nous, citoyens? Donc, de ce qu'on sait, donc il y a eu les révélations de Snowden maintenant il y a un petit moment. Parmi les documents qu'il a dévoilés, ce qu'on sait essentiellement, c'est que donc ils ont des capacités très avancées. Généralement, a priori, ils ne sont pas capables de casser la cryptographie qui est l'état de l'art, mais ils sont capables de contourner les systèmes. C'est-à-dire qu'ils sont capables, par exemple, de corrompre des humains, typiquement, donc faire installer ou parfois de manière très subtile. C'est pas forcément juste je te donne de l'argent et tu fais quelque chose. Ça peut être s'intégrer dans les développeurs d'un projet et puis rajouter une backdoor. Donc une backdoor, c'est une porte dérobée. C'est quelque chose qui permet de rentrer dans un système sans y être autorisé, qui vont permettre de contourner la cryptographie. Et puis ils ont des moyens de surveillance de masse, et encore plus quand c'est quelque chose de ciblé, qui sont assez avancés. Donc par exemple, on a beau chiffrer tous ces emails, par exemple ces communications, si on est la cible d'un acteur étatique, il va sûrement être capable de, par exemple, prendre le contrôle de notre ordinateur ou d'y avoir accès d'un moyen ou un autre. Et même si les mails sont chiffrés sur le réseau, sur notre ordinateur, il faut bien qu'on puisse les lire, les mails. Et donc il y a un moment donné où le mail s'affiche en clair sur notre écran, forcément. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir y avoir accès, par exemple. Ou pour ce qui est des communications web, par exemple, ils peuvent avoir accès à des clés de déchiffrement ou se faire passer pour ce qu'on appelle une man-in-the-middle attack, c'est-à-dire être un intermédiaire en fait, qui va pouvoir chiffrer, déchiffrer et se faire passer pour la personne avec qui on communique, en utilisant donc des certificats qui sont falsifiés, des choses comme ça. Mais généralement, la crypto elle-même, rarement la crypto elle-même est remise en cause quand c'est l'état de l'art, évidemment. De la crypto d'il y a quelques années, souvent ça a été cassé entre-temps. Et puis on sait par exemple que les services secrets sont parfois au courant de, disons, nouvelles technologies en cryptographie qui sont découvertes que plus tard par la communauté académique. Donc par exemple, la cryptographie à clé publique, donc c'est ce qui permet en gros de faire du commerce sur Internet, d'avoir de la sécurité sur Internet partout. En fait, le GCHQ, donc les services secrets britanniques, l'avait quelques années avant, mais ils ne l'avaient pas publié parce que c'était un avantage pour eux d'avoir ça. Et ça a été découvert plus tard par la communauté académique, donc par les gens dont les initiales sont RSA, donc Rivest, Shamir et Adelman, je crois, j'espère que je n'écorche pas les noms. Donc cet algorithme-là, quasiment le même, était déjà développé par le GCHQ quelques années avant.
et ils ne l'avaient pas révélé. Ça peut laisser supposer que des fois ils ont des failles qu'ils connaissent des failles avant qu'elles soient connues du grand public. Maintenant, la crypto, elle est faite aussi par des gens par la communauté mathématique mondiale qui vérifie les algorithmes et tout ça. Et donc même s'il y a des failles d'implémentation, souvent c'est là qu'il y a les soucis, c'est-à-dire que c'est quand on va mettre en œuvre l'algorithme mathématique de la crypto qu'il va y avoir des soucis qui vont permettre ensuite d'exploiter des failles. Mais les mathématiques sont rarement remis en cause, quoi. Et ça, on sait qu'ils ont des gens qui bossent là-dessus. Et puis pas que eux, ils achètent aussi. Il y a des entreprises, même en France, on a des fleurons dans ce domaine-là qui sont spécialisés dans trouver des failles. Donc ils ne vont pas être à nouveau des failles dans la crypto, mais des failles dans les implémentations, donc dans les systèmes tels qu'ils sont dans le vrai monde, quoi, et qui vont les revendre. Donc parfois à des gens qui, comme je disais tout à l'heure, veulent créer des botnets pour les revendre à des gens qui vont faire des attaques, parfois les revendre à des agences à 3 lettres qui vont l'utiliser pour d'autres choses. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? C'est pas bien, je sais pas. Je sais, qu'est-ce qu'on en pense? C'est compliqué comme question. Vous, en tant que personne, déjà, de savoir que, je veux dire, des individus peuvent avoir ce pouvoir sur vous. Moi, je peux peut-être apporter juste mon témoignage en tant qu'utilisateur de la technologie. Donc, je ne suis pas du tout au niveau d'expertise de nos deux compères ici même, mais en tant qu'utilisateur final de la technologie, alors après, je suis peut-être quelqu'un qui croit en l'humanité, mais c'est vrai que c'est un discours très réaliste que tu as, mais c'est un discours qui peut faire aussi très peur. Mais je comprends le devoir d'information et le fait que les gens doivent prendre conscience sur certaines choses, notamment sur comment utiliser leurs appareils qui sont connectés au monde extérieur. Après, comme tu le disais tout à l'heure, je pense que c'est un jeu du chat et de la souris. Et moi, personnellement, j'ai pas peur. Je sais que dès lors que j'utilise des services web qui sont mondialement connus, que j'utilise des réseaux sociaux, que je vais utiliser mon téléphone, je sais que je suis connecté. Je sais que ces datas vont aller enrichir un flot de données qui peut être utilisé effectivement à des fins peu scrupuleuses, quoi. Et par des États, des agences gouvernementales ou par d'autres acteurs. Ça peut être très clairement juste pour me faire acheter un canapé, ce genre de choses, de pubs ciblées. J'ose espérer que dans la massification des données, je sois encore un tant soit peu anonyme. Alors après, effectivement, si je dévie du système, on en parlait tout à l'heure en off, je pense que tu t'exposeras ton point de vue après derrière. Mais je pense qu'effectivement, si je dévie du système ou si je fais quelque chose peut-être de malhonnête ou voilà. On pourra me retrouver, j'en suis conscient, quoi. Ça, je le sais. Après, je pense qu'il y a des gens qui nous protégeront. J'ose espérer que tu parlais de la communauté mondiale qui avance main dans la main sur les systèmes de sécurité ou de cryptage. Pas toujours. Et après, effectivement, il y a ce que font les états des données, mais ça a toujours été ça. Ça a toujours été... le renseignement, l'intelligence a toujours existé. Effectivement. Ça a commencé il y a déjà quelques années quand on avait des cartes de fidélité. On s'aperçoit aujourd'hui que la carte de fidélité n'a qu'un seul but, c'est non pas de nous faire économiser de l'argent, mais bien de connaître notre comportement en tant que consommateur. Notre habitude, oui, tout à fait. Voilà, donc il y a toujours eu cette volonté des marketing de mieux nous connaître pour mieux nous faire acheter. Après, sur ce qui concerne la sécurité des États, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe que simplement la surveillance de masse ou le propre comportement de chacun. Ce qui est sûr, c'est que un des problèmes principaux que je vois, c'est que quand on sait, et encore faut-il être au courant, que l'on est écouté, généralement notre comportement est différent. À partir du moment où vous êtes libre chez vous, vous êtes au fin fond de la campagne et que vous savez qu'il n'y a personne qui vous regarde, qui vous écoute, vous pouvez chanter sous la douche, vous promener nu et tenir des propos qui sont les vôtres et qui ne restent que les vôtres. Et peut-être qu'en face d'autres personnes, vous ne les avez pas, ces propos. À partir du moment où vous êtes connecté et que vous savez qu'il y a quelqu'un qui peut écouter, même si vous savez que ce n'est pas répréhensible par la loi, peut-être même moralement ce n'est pas répréhensible, vous pouvez quand même avoir un comportement différent, parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui potentiellement vous regarde ou vous écoute. Parce que moi, je le pense dans le cas d'une chasse humaine, quoi. Si on avait, Hitler au pouvoir avec cette arme, je pense qu'on aurait beaucoup plus de juifs qui auraient été trouvés beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Oui. Donc c'est quand même...
c'est quand même, voilà, c'est un danger énorme qu'on puisse laisser ça. La dans problématique a toujours été la dérive. À partir du moment où vous avez des mécanismes en place de fiches, que la fiche soit manuelle ou cyber. Est-ce que la dérive, c'est pas déjà d'avoir les fiches, quoi? C'est ça un peu aussi qui est... C'est le débat. Moi, je veux pas comment dire, de volonté d'avoir des fiches. Maintenant, c'est vrai que si on utilise ces fiches et qu'elles dérivent, ça pose problème. Parce que bon, c'est vrai que moi je trouve ça inquiétant parce que même en soi, ça reste déjà une forme de dictature. Enfin, ça reste déjà une forme de pression qu'on nous met, que de nous imposer des produits en permanence comme ça. Donc on est déjà dans un cadre où les États nous font subir, enfin États, commerce, etc., tout un ensemble, des éléments qui sont, comment dire, problématiques pour notre manière de penser le monde, notre manière de se penser tout court. Parce que, je ne sais pas, au niveau de la société de consommation, ça nous paraît évident d'acheter, etc. Mais c'est quelque chose qu'on nous a transmis. Voilà, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'en plus de ça, c'est quelque chose qui va, en plus de ça, accroître par ces nouvelles technologies qui sont vendues, ou d'un autre côté, les informations par ces nouvelles technologies collectées qui sont transmises à d'autres pour nous faire encore Après, sur la consommation pure et simple et le système capitalisme, je veux dire, enfin, il n'a pas fallu attendre la technologie pour qu'on pousse les gens à consommer. Donc pour moi, c'est plus une question philosophique. Il y a d'autres moyens de vivre aujourd'hui, d'être heureux, que de consommer, que de dépenser son argent. Pour quelqu'un, ça va être peut-être, je ne sais pas, je vais prendre des exemples peut-être un peu caricaturaux, mais de cultiver son potager, de manger des produits qui sont sains, d'élever ses enfants dans la culture, etc. Et pas forcément d'aller s'acheter ou dépenser tout son salaire dans un canapé, dans un smartphone, etc. Donc pour moi, là, le problème, c'est pas la technologie, c'est plus l'ensemble de la sphère médiatique, culturelle, enfin le système en lui-même en fait, qui nous pousse, qui est construit là-dessus, qui est basé sur la consommation, sur l'échange des biens à travers les monnaies, etc. Donc tant qu'on sera dans un système comme ça, bon là je vais parler de manière utopique, mais tant qu'on sera dans un système comme ça, malheureusement oui, la technologie sera au service des gens qui la possèdent, et donc ces gens-là, c'est qui? C'est des gens qui veulent vous faire consommer quelque part. Mais pour moi, c'est pas la technologie qui est le problème, si vous voulez. C'est plus le système à ce moment-là de consommation de masse, quoi. Et est-ce qu'au nom du progrès, à un moment, on doit tout laisser faire? C'est-à-dire que là, justement, c'est une arme quand même, ce sont des capacités de destruction massive. Tout à fait. Et justement, on a une société qui, pour le moment, l'utilise sur un point de vue plus capitaliste, mais peut-être que demain, ce sera autre chose. Et c'est là où est le risque, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un moment une limite à cette notion-là? Et d'autant plus, est-ce que on vraiment parle c'est un vraiment progrès? de deux choses différentes. Là, là, tu reviens sur les cyberattaques. Les États, la mainmise, il y a la mainmise par les États, effectivement, vous peut y avoir des dérives. Après, il y a autre chose. Là, tout à l'heure, on parlait de la surveillance de masse, des données, tout ça. Et là, les choses sont beaucoup plus compliquées parce que même si tu essayes, par exemple, de faire les choses éthiquement et tout ça, donc c'est quelque chose dont on a parlé déjà un petit peu en off tout à l'heure. Donc on avait pris un exemple qui était par exemple les mails. Si on dit bon, j'arrête d'utiliser Google, Yahoo, Outlook, Live, Hotmail. Société commerciale. Si on arrête d'utiliser qui délivre des robots qui lisent les mails pour faire de la pub et tout ça, et qu'on dit bon bah voilà, je gère mes propres mails sur mon serveur à moi, je fais tout ça. Bon déjà ça suppose que j'ai conscience que c'est un problème, que j'en ai la capacité technique, que j'en ai la motivation, que j'en ai le temps. Bon voilà, mais admettons que je fasse tout ça. Malgré tout, je discute avec des gens qui ont une adresse Gmail et donc mes mails arrivent là-bas et les réponses qui m'arrivent partent de là-bas. Et donc ça veut dire que mes communications sont quand même chez Gmail. Donc c'est très compliqué d'en sortir. Et il me semble qu'après on avait discuté aussi de la possibilité par exemple de payer certains services qui du coup se rémunéreraient, dont du coup on serait les clients et plus les produits, avec donc les annonceurs qui seraient des clients. Et donc, tu avais donné l'exemple à un moment donné de Netflix. Tu disais, bon, bah, Netflix, nous c'était toi, qui disait on peut payer par exemple
Netflix, C'est et donc il d'avoir n'y a, de la y a pub. pas de publicité. Voilà. En fait, c'est compliqué de dire ça parce qu'il y a quand même des risques. Par exemple, il y a une étude qui a été faite sur... En fait, Netflix a réalisé un jeu de données de ses utilisateurs avec... il y avait beaucoup d'utilisateurs, ils ont complètement anonymisé, c'est ce qu'ils pensaient, le jeu de données, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'ils ont enlevé toutes les références au nom, numéro de carte bleue, tout ça, évidemment, et il y avait juste en gros, tel utilisateur a aimé tel film, tel film, tel film, et ils sont même allés plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont fait attention que s'il y avait qu'un seul utilisateur qui avait donné une note à un film, ils ont enlevé ce champ, cette ligne de la base de données, parce que ça permettait d'identifier l'utilisateur, d'accord. Donc ils ont pris des précautions comme ça pour résister, pour correspondre à des définitions de protection de la vie privée, de privacy, donc ce qu'on appelle de la differential privacy. Mais en fait, ça a été quand même attaquable et on a pu désanonymiser les données parce qu'il se trouve que les gens, quand ils font une petite review d'un film et qu'ils lui mettent une note, tant qu'à faire, ils la mettent pas que sur Netflix, ils la mettent aussi sur IMDb. Et en fait, en croisant les bases de données, la base de données complètement anonymisée, a priori, de Netflix, avec quelque chose qui était complètement librement disponible en ligne, on a pu désanonymiser des gens. C'est-à-dire redire, cet utilisateur-là, c'est forcément lui, parce que à 10 minutes d'intervalle, il a mis la même note, le même commentaire sur tel film, et du coup, on arrive à retrouver comme ça. Et ce que tu disais sur les cartes de fidélité, c'est pareil, par exemple, ça, il y a des études qui ont été faites, donc il y a tout un champ de recherche sur l'anonymisation, sur la privacy et tout ça. Il y a des études qui ont montré qu'avec les données de cartes de fidélité, il suffit, je crois, de 4 points, donc 4 achats et magasins, pour identifier uniquement une personne à genre 80 ou 90% de chances d'être sûr, quoi. C'est très très peu. En pratique, on peut avoir beaucoup plus de points que ça, mais il suffit. Si une personne est en plus une cible, donc là c'est cadeau parce qu'on sait où elle habite, donc on prend les magasins à côté et bim, on a largement plus que 4 points, quoi. Donc là on peut arriver à être sûr à 100%. Donc même en faisant très attention, même des gens qui sont un peu conscients du problème et tout ça, c'est très très difficile d'en sortir. C'est vraiment pas évident. D'accord. Justement, par rapport à cette question d'anonymat, on va regarder une fiction qui reprend cette problématique. Avec toutes les voix. Plus les esprits s'échauffent. Mais en même temps que l'eau monte, Origine de ce remue-ménage. la rumeur, elle aussi, grossit. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Olivier, un jeune rappeur qui vit en filmant ses performances en direct sur Internet. Action! Bienvenue chez Olive! Allez-y, rentrez! Rentrez là! Tu niques le plan là! Tu niques l'entrée! Ressors, tu ressors! Coupe! Comment tu t'appelles? Steph, serre-moi la main, Steph. Voilà, bienvenue à Steph. Les gars, ils me demandent c'est quoi ma vie. Cet appartement, il y a 27 caméras. Partout. Et voilà, les gens me regardent. First caméra, tu vois. Hop, je peux la poser là, marcher avec. Voilà, là je vous filme. Ok les gars, bienvenue chez Olive, vous êtes en live, j'espère que vous êtes tous bien présents, asseyez-vous. Non, ok, on peut la refaire, on la refait. Ok, Coupe, ça marche. tu coupes. Coupé. Non, je dis couper. Tu coupes, ok? Tu coupes, tu vas dans le couloir. Ok. Ok, plusieurs petites caméras et des caméras placées partout. Exact, bien vu Benoît. C'est Benjamin. 5 antennes relais. Tac, tac. Là c'est worldwide. Ok, est-ce qu'on peut enchaîner? Ok, attends, je te dis comment ça marche. Tu me regardes. Arrête de me jalouser. Ok? Les caméras sont parfaitement cachées. Olivier paraît vivre dans un studio tout à fait normal. C'est vrai, pas toujours... Et tout ça, c'est des caméras, du coup. Tout ça c'est des caméras. C'est quoi comme caméra, là? On est sur du 4K? On est sur du 4K. Ok. Mais tu me regardes. Voilà, et c'est ça le message. C'est voilà, toi tu te fais beau, tu sors pour exister. Alors arrête de me jalouser. Ok? Ta chaîne, ça marche? Ma chaîne, ça marche grave. Voilà, j'ai des milliers de followers, c'est géré par mes potes. Moi, j'aime pas trop me regarder. Mais là, c'est le début, hein. Là, c'est que le début. Tu vis seul? Je suis avec Christelle. Christelle, c'est ma... C'est la prune de mes yeux. Tu veux un autographe? Tu veux un autographe? Non. Regarde. Allez, on doit vraiment partir dans une demi-heure, donc si on peut enchaîner rapidement. Ok, on enchaîne. Ok, j'aimerais qu'on fasse des inserts, alors. Très bien, C'est possible, tu me fais des inserts caméra, tu me désignes tes caméras et nous on parle là-dessus, d'accord? Ok, très bien. Je shoot ici et ici, d'accord? Ok. On peut partir là-dessus? Très bien. Tu me regardes.
Il me regarde. Arrête de me jalouser. Comme tout artiste professionnel, Olivier veut garder le contrôle de son image. On va peut-être la faire parce que je sens que t'étais pas trop dedans, si ça te va. Est-ce que tu peux plus nous présenter ton nom, si ça te va? T'es con quoi? Tu me fais perdre mon temps. Ok, tu me regardes. Il me regarde. Arrête de me jalouser. Il est assis. Tu me regardes. Il me regarde. Arrête de me jalouser. Reste là. Tu te fais beau. Tu sors de chez toi pour exister. Arrête de me jalouser. Projecteur, putain, mais arrête de me filmer, toi, c'est quoi ça? Christelle, c'est rien, c'est la télévision. C'est la télévision. Fais chier Christelle est avec là. tes caméras, La putain. Christelle, elle est là. Mais t'es con. Mais y a pas de caméra. Regarde, il y a une caméra à l'intérieur. Elle a juste pas. Et ça, c'est quoi ça? Et là, c'est quoi? Bah, c'est une serrure en fait. Ok. Et là, c'est quoi? En fait, c'est juste un téléphone. D'accord. Y a rien. J'ai juste dit ça pour que t'arrêtes de me saouler. Voilà, pour voir si t'es assez con pour y croire. Et ben ouais. Arrête ouais, de me t'es assez jalouser. con, ouais. Arrête de me jalouser. Ouais, c'est ça, mais quel con. Tu me regardes. Il me Je te regarde. regarde même pas, c'est bon. Tu me saoules. Vas-y, prends là ta caméra, c'est bon. Ok, tu te calmes. Ok? 1, 2. Au revoir. J'ai pas besoin de toi. C'est un coup dur pour Olivier. Bon, bah, c'était. Tu me regardes. Il me regarde. Mais elle va revenir. Elle revient toujours. Ouais. Arrête de me jalouser. Putain, mais. C'est pas vrai, mais laissez-moi tranquille. Allez, cassez-vous, arrêtez de filmer là. Avec toute la foi Urbaine, plus les esprits s'échauffent. Mais en même temps que l'eau monte, Origine de ce remue-ménage. la rumeur, elle aussi, grossit. Alors, est-ce que vous en avez pensé? Moi, ça m'a fait penser au nouveau rapport qu'on a avec notre image. Je ne sais pas quel est le but, et le propos, le message derrière, mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça. Moi, je suis musicien et aujourd'hui, on voit des jeunes dans les concerts vivre l'événement auquel ils vont assister à travers leur téléphone pour ensuite montrer leur vie, qui est soi-disant très épanouissante puisque chaque moment on est filmé, pour le balancer sur les réseaux sociaux, pour obtenir des likes, pour obtenir, je sais pas, une forme de satisfaction, regarder, enfin pour satisfaire son propre ego en fait, voilà. Mais on en oublie les personnes qui nous entourent. Là apparemment sa conjointe à la fin en a marre de lui et s'en va. Et pourtant c'est ces choses-là qui sont réelles, qui sont tangibles en tout cas pour ma part, la famille, les proches, etc. et pas effectivement des followers virtuels. Mais c'est très intéressant. Enfin moi ça m'a fait penser à ça. Je trouve que c'est aussi une dérive, je parlais tout à l'heure du médium du jeu vidéo, de l'accès à la culture, d'Internet, de la digitalisation. Je croyais que c'était une chose positive. Bien sûr, il y a aussi des dérives. La dérive, ça peut être ça. Ça peut être vivre sa vie par procuration à travers les prismes des réseaux sociaux. Ça peut être aussi une surcharge de l'information que le cerveau ne peut pas traiter parce qu'on est tout le temps harcelé de notifications sur les téléphones, etc. Mais voilà, enfin, moi ça m'a fait penser à ça en tout cas, petite fiction. Moi j'en ai eu un autre regard un peu déformé par mon boulot en fait. Donc bon, on a un mec qui est complètement mégalo, certes, et qui du coup monte sa vie complètement. Donc c'est-à-dire qu'il a en gros consenti à dévoiler toute sa vie, mais il veut quand même encore avoir le contrôle dessus. Et ça je trouve ça vachement intéressant. C'est-à-dire que quand il dit non c'est moi qui dis que tu coupes, c'est-à-dire que donc il a dit ok mes données personnelles, ma vie, je consens à les donner. Mais il y a un truc sur lequel il est intransigeant, c'est que c'est lui qui contrôle le truc. Bon, alors en plus, il se trouve qu'il est un peu fou. Voilà, mais malgré tout, avant qu'on apprenne ça, même si on s'en doute un peu, parce que quand il dit ouais, il y a des antennes relais, c'est des espèces d'œufs Kinder en plastique, là, bon, on voit un petit peu qu'il y a une douille, mais c'est quand même, j'ai trouvé cet aspect-là intéressant, donc d'avoir cet aspect du contrôle sur ses données personnelles qui ressortent un petit peu du truc, quoi. Et moi, je rebondis sur ce que tu as dit sur les followers, parce qu'on s'aperçoit notamment qu'il y a beaucoup de gens qui accordent de l'importance au nombre de followers et à leur notoriété sur Internet, les réseaux sociaux. Et on a vu des malwares, des virus, utiliser cela pour gagner de l'argent.
Notamment, on sait qu'un post d'une personne célèbre peut se monnayer en fonction du nombre de followers jusqu'à 2000 € environ. Donc quand cette personne a beaucoup de followers, elle va pouvoir monnayer son image. Et on a vu des menaces qui utilisent des faux followers, qui créent artificiellement des followers dans différents buts, notamment bien souvent de créer une perception biaisée de l'intérêt qu'un grand nombre va porter à telle ou telle chose. Et c'est une manipulation d'informations qui est souvent préjudiciable. Notamment si vous avez un site qui compare des restaurants ou un site, une page d'hommes politiques, s'il y a beaucoup de followers ou beaucoup de personnes qui vont dire « j'aime », on peut se poser des questions sur la véracité de cette information ou effectivement, est-ce que ce restaurant, vu qu'il a beaucoup de likes, il doit être très bon. Donc je vais aller plutôt dans celui-ci plutôt que dans un autre. Malheureusement, on voit que certains utilisateurs biaisent le système pour avoir beaucoup de followers, mais de manière illégitime. Et c'est une dérive qui fait que c'est un vrai problème. C'est une dérive qui fait qu'on va se retrouver face à l'information biaisée. En même temps, moi, quand je regarde ça, je vois aussi le fait qu'on est. Est-ce que je rebondis aussi sur ce que tu disais sur la participation, en fait, au final il y a l'image, mais on est co-responsable du coup de cette vente d'informations parce que nous-mêmes nous mettons en ligne des informations. Est-ce que est-ce qu'on peut se demander si à force c'est une culture qui est en train de se créer et que l'anonymat va disparaître, mais aussi volontairement, que ça ne va pas être juste une question de devoir protéger, mais vraiment juste non, mais allez-y quoi. Mais ça c'est quelque chose qui est vachement intéressant ce que tu dis parce que je suis plus capable de citer le nom de l'article et tout ça, mais initialement la privacy quand ça a été défini c'était le droit au secret. Et aujourd'hui, dans la communauté académique, autant chez les sociologues, les juristes que les informaticiens, les techniciens et tout ça, ce qu'on appelle privacy, de plus en plus, c'est ce qu'on appelle privacy as control, c'est-à-dire le contrôle que les gens ont sur leurs données personnelles. Et du coup, ça ne veut pas forcément dire le droit au secret, c'est est-ce que les données personnelles d'une personne sont utilisées de manière qui va à cette personne. Donc par exemple, donc on en discutait déjà un petit peu tout à l'heure de ça, on peut identifier 3 axes de contrôle sur les données personnelles. Il faut que moi je puisse utiliser mes données personnelles, d'accord, ça c'est un premier axe, je peux faire ce que je veux avec, c'est les miennes. Il faut que je puisse interdire à d'autres gens de les utiliser, ou les autoriser si on dit que par défaut c'est interdit. Mais du coup, en tout cas, il faut qu'il y ait un consentement sur mes données personnelles pour que j'ai cette partie-là du contrôle. Et il faut que j'ai une information sur ce qui est fait avec mes données personnelles qui n'est pas fait par moi. A priori, ce que je fais moi, je suis au courant. Enfin, on ne rentre pas dans des cas compliqués, hein, mais voilà. Et du coup, maintenant, on voit plus la privacy, la vie privée, la protection et le respect de la vie privée comme cette chose-là, c'est-à-dire le contrôle qu'on a sur les données personnelles. Et en fait, on voit que c'est pas vraiment un recul puisque le droit au secret, il est inclus là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, je n'autorise que moi à utiliser mes données personnelles, je veux pas qu'elles sortent et tout ça. Ça rentre dans ce cadre-là. Après, les systèmes qu'on utilise ne nous permettent pas vraiment de faire ça. Mais après, on peut imaginer que quand on tweet, on est conscient de ce qu'on est en train de faire et que si on a une timeline Twitter publique, au moment où on envoie un message, on est d'accord pour que ce message soit relativement public. Après, il y a une notion d'exposition aussi. Quand on a 30 followers, on ne s'attend pas forcément à ce que notre tweet devienne viral et qu'il soit retweeté 40 millions de fois et qu'il passe à la télé. Alors qu'on peut s'y attendre plus quand on a déjà 4 millions de followers. Voilà. Pour autant, on a déjà vu des cas où la justice a été saisie par des employeurs qui avaient été dénigrés par certains de leurs employés sur leur compte Facebook. Et donc là, la portée, on va dire, n'est pas, le nombre de followers n'est pas le plus important. Oui, donc, alors je crois que légalement, on va définir si quelque chose est public et donc problématique ou privé, suivant l'audience. Et c'est pas que la taille qui va compter, c'est aussi par exemple, donc si par exemple on dit du mal d'un supérieur hiérarchique sur une mailing list interne à la boîte, c'est pas pareil que si on le dit sur une mailing list, même s'il y a plus de gens dans la mailing list interne à la boîte ou moins de gens, ça va pas être la même qualification juridique que si on le dit sur une mailing list qui parle de faire des pique-niques le dimanche. J'en sais rien, je dis un truc au hasard. Parce que c'est pas le même public qui est concerné, du coup c'est considéré comme interne ou public, externe, quel que soit le nombre
de gens sur les mailing lists. Bon, après, il y a évidemment l'interprétation qui va être faite par le juge, ou je ne sais pas comment ça marche après exactement légalement. Mais, Ce qui est important, c'est la sensibilisation et la prise de conscience de ce que l'on fait et de la façon dont on va utiliser ces nouveaux médias, les réseaux sociaux, etc. Et la formation, la sensibilisation, l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on fait souvent le parallèle entre Internet et la vie réelle pour les enfants. On dit, n'empêchez pas les enfants d'aller sur Internet, accompagnez-les, apprenez-leur à traverser la rue, apprenez-leur à ne pas répondre aux inconnus quand il y a quelqu'un qui frappe, pas accepter les bonbons de n'importe qui. Le parallèle avec la vie sur Internet, la vie cyber, est exactement la même. On y reviendra sur cette partie plus tard. Et moi, j'aimerais revenir avant qu'on vienne sur ça, justement, sur du coup, justement, pourquoi. Donc là, vous me parlez d'une future éducation pour quand même des enfants. Nous, on est des adultes. Et il y a quand même, depuis l'affaire Snowden, je pense, très peu d'évolutions qui ont changé pour les utilisateurs sur le net. Voilà, donc comment est-ce qu'on pourrait expliquer justement cette absence de mise en éducation qui pourtant... Alors moi, je collabore avec une agence gouvernementale qui s'appelle l'ANSSI. On a un travail qui voit le jour et qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr, qui est une plateforme qui est l'équivalent de la sécurité routière en ce qui concerne les problèmes de cybermalveillance. Donc globalement, hein, si on est victime de cyberharcèlement, si on a reçu un ransomware qui a complètement rendu inopérant sa machine et qu'on nous demande une rançon, voilà, qu'est-ce que je fais, à qui je vais voir, est-ce qu'il y a une cyberpolice et où est-ce que je peux la trouver. Et donc on participe à ce type d'initiatives qui vont sensibiliser les populations et accompagner les utilisateurs dans un monde nouveau avec de nombreuses nouvelles menaces. Voilà, on participe à cette sensibilisation. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites, que ce soit au niveau privé, au niveau de l'État. L'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a un travail énorme envers à la fois les particuliers, les entreprises, ce que l'on appelle les OIV, les opérateurs d'importance vitale, toutes les sociétés qui peuvent être, comme je disais tout à l'heure, victimes de cyberattaques, qui pourraient être une centrale électrique et donc priver un certain nombre de citoyens d'éléments vitaux et ou être un danger. Donc je pense qu'on est très bien équipé, outillé et accompagné en France. Oui, je vais rebondir sur ce que tu dis, je suis assez d'accord. Je pense que c'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a pas eu de réaction à cette affaire Snowden. D'une part, chez les particuliers, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont au courant des soucis qu'il peut y avoir et qui ont décidé que c'était OK pour eux. Alors je pense que souvent ils ont tort, mais malgré tout, ils ont fait cette décision. Donc les gens, ils savent que quand ils vont sur Facebook, Facebook récupère leurs données. Maintenant, je pense qu'il y a très peu de gens où si on leur dit, ils vont dire « Ah bon ?» Les gens sont au courant et ont décidé que c'était OK qu'ils vivaient avec. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais en tout cas, je pense que ce n'était pas forcément vrai avant et que maintenant c'est le cas. Donc ça, c'est du point de vue des particuliers. C'est pour ça que je pense qu'il y a cette analyse où tu dis genre on n'a pas vu grand-chose changer. Au niveau de la recherche, au niveau des agences gouvernementales, c'est pas du tout vrai. Donc par exemple tout à l'heure je disais que par exemple la NSA ils peuvent pas casser la cryptographie au niveau des maths, d'accord, il y a plein d'algos où on sait qu'ils sont solides, que le message est sécurisé pour tant d'années, en tout cas à l'état de l'art actuel. En revanche, on sait que sur certaines implémentations ils ont cassé des trucs, on sait qu'ils ont influencé les standards d'implémentation de certaines technologies de cryptographie pour pouvoir, eux, les casser parce qu'ils connaissent une faille que d'autres ne connaissaient pas. Et par exemple, l'ANSSI et l'équivalent allemand et d'autres gens, et la communauté de recherche en cryptologie, maintenant va déconseiller les courbes, sauf que ça, je pars dans des technologies obsolètes ou que l'on sait faibles. Va déconseiller certaines technologies de protection de l'information où maintenant on sait que la NSA en fait avait influencé, on ne sait pas s'ils sont capables de l'attaquer, mais on sait qu'ils ont joué un jeu dans le standard. Donc il y a le NIST, qui est l'organisme américain de standardisation des technologies, je ne sais pas, enfin un organisme américain de standardisation qui disait bon voilà, ces outils cryptographiques sont sécurisés. On sait que la NSA a joué un rôle dans l'élaboration de ce standard.
pour certains trucs, on sait qu'ils arrivent à le casser, pour d'autres, on ne sait pas, mais maintenant, ces courbes-là ne sont plus recommandées. Et donc, il y a des nouvelles études sur d'autres paramètres, d'autres mécanismes qui sont mis en place. Et qui donc du coup, ensuite l'ANSSI s'occupe des opérateurs d'importance vitale et donc va les accompagner dans la migration vers ces nouvelles technologies. Les conseiller. Édite des guides, fait de la recherche elle-même. Les gens de l'ANSSI publient dans les conférences de recherche internationales, dans les journaux, et c'est au même titre que la communauté académique, et participe donc à ce renouvellement d'efforts pour trouver des nouveaux standards qui ne sont pas influencés par certaines agences ou certains acteurs. D'accord. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Et en même temps, du coup, il y a quelque chose qui se passe. Mais en même temps, du coup, avec l'intelligence des objets, de plus en plus d'objets vont être connectés. Donc du coup, on va avoir en même temps un accroissement du risque d'insécurité. Qu'est-ce qui ne va pas être connecté justement par rapport à ça? Enfin, dans le sens, ou plutôt qu'est-ce qui sera connecté dans l'état actuel des connaissances? Alors tout est connectable. Ensuite, tout n'est pas sécurisable. Par contre, on peut agir sur le périmètre et on peut agir sur la sensibilisation et l'information. Il va falloir que, quand on a introduit les billets de banque, on va dire qu'au début des billets de banque, il était certainement possible d'aller dans une photocopie et de mettre un billet de banque et de dire à quelqu'un, tiens, voilà, je te paye avec un billet de banque. Et c'était le début. Donc on prenait le billet, on n'était pas capable, on n'avait pas les réflexes qui faisaient que l'on pouvait détecter que c'était un faux. Avec l'environnement cyber, on est dans les mêmes balbutiements, c'est vraiment le début. Donc quand vous recevez un spam ou un phishing qui dit c'est EDF, cliquez ici pour payer votre facture en ligne, eh bien il va falloir un peu de temps pour que tout le monde ait les réflexes et les mécanismes pour dire, bah voilà, si je clique sur ce lien, je ne vais pas sur le vrai site d'EDF, donc je ne vais pas mettre mes identifiants. Et il va falloir du temps et ce temps et je dirais démultiplié grâce justement au cyber et à cette capacité d'apprendre, de transmettre l'information plus rapidement qu'il y a un certain temps. Donc on a à la fois des avantages et des désavantages liés à toutes ces technologies-là. Et je pense que dans toutes les technologies, dans tout ce que l'on a pu citer aussi, quand on regarde la capacité de traitement que l'on a aujourd'hui pour faire de la recherche, on a peut-être des emplois qui peuvent être détruits parce qu'on a des capacités de traitement qui vont remplacer des humains, mais on a aussi énormément de recherches très positives qui vont être créées et trouvées grâce à des capacités de calcul qui n'étaient pas disponibles il y a quelques années. D'accord. Alors, en parlant de temps, comme vous disiez tout à l'heure, je vais donner un peu de temps au chroniqueur Alexis qui va venir nous dire quelques mots. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Ça y est, c'est mon moment. Alors, je vais faire une redite de tout ce qui a été dit. Il y a eu du spoil. Donc, si je redis des choses, vous en prenez qu'à vous-même. Alors, quand on a préparé le sujet, Justine m'a dit il va falloir que tu abordes différents sujets, le hacking, les cyberattaques, la protection de la vie privée, la co-responsabilité des utilisateurs d'Internet. Donc je me suis dit que ça faisait un peu beaucoup, surtout que moi j'avais pas trop de connaissances en la matière, genre quand je veux convertir un fichier PDF, je vais sur Google et je tape convertir un fichier PDF, et mon seul grand débat vis-à-vis du sujet c'était dois-je oui ou non mettre un post-it sur ma webcam pour ne pas être observé quand je me déguise en femme en regardant des vidéos zoophiles, parce que je suis comme tout le monde. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, a priori oui, sinon vous ne seriez pas là. Mais en mai dernier, il y a eu une vague de cyberattaques qui a frappé une centaine de pays et affecté le fonctionnement d'organisations et entreprises, notamment les hôpitaux britanniques, le constructeur français Renault, l'opérateur espagnol Telefónica et le système bancaire russe. C'était une attaque de grande ampleur autour du principe de ransomware que vous avez expliqué tout à l'heure, qui est un programme qui chiffre les données et les rend inaccessibles tant que l'utilisateur n'a pas payé de rançon. Donc là, il y a le jet de fiche. Normalement, je pensais que ça allait être stylé, mais finalement ça rend pas trop bien à l'antenne. Alors moi j'étais du coup sur mon ordi, un message s'est affiché, c'était 50 balles ou plus de fichiers Sinel. Alors Sinel c'est le nom que mon père me donnait quand j'étais petit et qui me donne toujours d'ailleurs en public principalement. Parce qu'en fait, alors, je sais pas si ça vous intéresse mais je vous explique quand même l'histoire, parce que
c'est prévu dans la chronique. Quand j'étais petit, je regardais un dessin animé qui s'appelait Cococinelle. Apparemment, j'arrivais pas à dire Coco, donc je disais Cocinelle, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai jamais compris le délire autour des enfants qui grattent des mots genre pestacle. Ah, il a 4 ans, c'est mignon. Non, c'est con, on dit spectacle comme tout le monde. Et donc, j'ai vite compris que c'était mon père, le hacker, ce qui était plus simple parce que j'ai pu lui donner la somme directement en liquide. Donc, d'après les analyses lors de cette cyberattaque, les attaquants ont tiré profit d'une faille dans Windows, le système d'exploitation de Microsoft, qui faisait partie de l'arsenal d'espionnage de la NSA et qui a été révélé par le groupe de pirates informatiques, les Shadow Brokers, suspectés d'être liés à la Russie. Donc la faille en question avait été gardée secrète pour être utilisée à son profit par la NSA, et c'est un chercheur en cybersécurité qui en a freiné la diffusion un peu par hasard en activant un coupe-circuit dans le système présent dans le code du logiciel malveillant. Alors j'ai mon meilleur ami qui m'a expliqué exactement en détail ce qui s'est passé, mais on n'a pas le temps, donc je ne vais pas le faire. Moi, il se trouve que j'ai des amis geeks, voilà, on ne dirait pas comme ça, mais oui. Et ça peut étonner quand on me voit, mais ces amis n'aiment pas être désignés comme ça. Souvent, quand je leur dis t'es geek, ils me disent non, c'est réducteur, on n'a pas le droit de dire par exemple Thomas, c'est mon pote geek. Donc moi, ça fait 22 ans que je suis Alexis, le pote noir, mais apparemment ça gêne personne. Et quand ils jouent aux jeux vidéo, ils préfèrent le terme gamer. C'est un peu plus professionnel, c'est un peu comme métis, hein, ça passe mieux auprès de la belle-mère. Ça fait genre mon copain est noir, mais pas trop. Au début, il avait du mal avec la fourchette, mais ça va mieux. Voilà, donc on parle souvent de hacker, mais qu'est-ce qu'un hacker? Donc j'ai trouvé un blog sur internet, alors ça c'est véridique. Un certain Michel qui intitule son blog Les étapes à suivre pour commencer avec le hacking. Donc je me suis dit cool, on peut hacker un peu comme un tuto maquillage. Alors j'ai des amis qui font du maquillage, hein, je me maquille pas. Et pour Michel, un hacker est une personne qui montre une passion pour le fonctionnement intime des systèmes informatiques. C'est un art, un mode de vie. Alors j'ai trouvé une autre définition qui sonne un peu moins le cheval, c'est génial. C'est un hacker est une personne qui par jeu, goût du défi ou souci de notoriété cherche à contourner les protections d'un logiciel, à s'introduire frauduleusement dans un système ou un réseau informatique. Alors Michel précise donc que le hacker a deux possibilités une fois qu'il est rentré dans le système. Soit il en profite, comme tu disais tout à l'heure, et pirate le système, soit il est un hacker éthique et alerte l'administrateur du système pour construire un patch de sécurité. Alors ça part d'une bonne intention, mais ça fait un peu comme si j'entrais du taf, il y avait un mec dans mon canapé qui me disait « petit problème de serrure, non ?» Donc je suis pas fan. Alors la cyberattaque peut également s'exporter dans une sphère morale avec le cyberharcèlement qui se répand chez les mineurs. Les nouvelles technologies permettent malheureusement aux élèves de poursuivre le harcèlement en dehors de l'école. Alors moi je pense que lorsque j'étais au collège, j'ai harcelé des camarades. Le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte sur le moment, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait et des répercussions de nos actes. C'est un syndrome très connu qui s'appelle être jeune et con. Mais par exemple, quand on a enfermé Petit Pierre dans une salle du 5e étage pendant une semaine et qu'ils l'ont retrouvé, on ne pensait pas qu'il allait tenir si peu de temps sans manger. Quand on a tabassé Jérôme au Petit Pont Massacreur, les surveillants nous ont dit « Oh, vous êtes chiant, vous mettez du sang partout dans la cour. » Bon, tu veux jouer au Petit Pont Massacreur, t'assumes si tu cours moins vite que les autres. Et puis, d'ailleurs, il mène une très belle carrière dans l'handisport, donc c'est un peu grâce à nous. Finalement, l'ère Internet pose la question de la vie privée en ligne. L'article 9 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Il faut s'abstenir de toute diffusion de contenu relatif à la vie privée des autres sans leur autorisation. On ne publie pas sa sextape sans le consentement de son partenaire, sauf si il ou elle a applaudi à la fin. Là, ça mérite une petite entorse à l'arrêt quand même, juste pour le fun. Et lorsqu'il s'agit de votre propre vie, pensez à nettoyer les informations considérées comme obsolètes ou critiques. Par exemple, j'ai trouvé des petits tweets sympathiques. Le premier, c'est Thierry Mariani qui a tweeté en 2014 « L'enlèvement par la secte #Boko Haram rappelle que l'Afrique n'a pas attendu l'Occident pour pratiquer l'esclavage. #déculpabilisation ». Genre, le mec pensait à quoi au moment de tweeter, genre, il s'est dit je crée la polémique. Et un an plus tôt, c'est l'actrice Véronique Jeuneste, qu'on a connue dans Julie Lescaut, qui a eu, elle a eu combien de César, je crois, aucun. Elle a dit « Baptou signifie blanc, bougnoul noir. Pourquoi l'un est une insulte et l'autre pas ? #délire de Baptou ». Bon, là c'est dommage parce que le hashtag casse un peu l'immersion, ça partait d'un truc incisif et puis non, ça s'est foiré. Et plus récemment, c'est l'actrice césarisée, quant à elle, Oulaya Amamra, qui a vu ressortir des tweets homophobes alors qu'elle avait 18 ans, aujourd'hui elle en a 20, et malheureusement, Internet ne l'a pas oublié. Et sur ce, je vous laisse débattre de la suite de l'émission. Voilà. Je te remercie. Merci. Tu n'en as pas besoin. Non. Et je repasse par là. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez cet après justement, si nos informations sont... Internet, c'est justement, c'est au fond... on peut garder, on peut retrouver des informations plusieurs années après. On parlait d'éducation, pour moi le point il est vraiment là, en tout cas à mon échelle en tant qu'utilisateur des nouvelles technologies.
c'est d'être éduqué, quoi. Effectivement, quand on publie un tweet, on en a parlé tout à l'heure, il faut être conscient que ce message est public, malgré le fait qu'on ait 20 followers, demain ça peut devenir quelque chose de viral. Il faut en être conscient, il faut... Et c'est aussi aux parents, alors c'est compliqué pour les parents d'une certaine génération qui n'ont pas connu ces systèmes-là, mais il faut suivre ses enfants. On parlait d'être responsable, vous prenez votre voiture, vous allez conduire, si vous conduisez comme un fou et que vous avez un accident, vous êtes quelque part irresponsable. Donc là je ne parle pas des systèmes qui viennent pirater sur les réseaux sociaux ou sur nos mails, le phishing, etc., mais bel et bien de notre proportion à diffuser notre propre information. Il faut savoir pourquoi on le fait et comment on le fait. Donc pour moi, le point, il est vraiment là, sur le partage des données et le fait que les données restent dans le temps. Oui, on a moins le droit à l'oubli qu'avant. Oui, totalement. Mais il faut en être conscient. Après, ça, c'est un discours qui est vrai, mais vachement culpabilisant. Et on ne peut pas non plus demander à tout le monde d'être un expert en tout. Et ça, c'est un peu difficile. T'as pas besoin d'être expert, juste, je me permets, mais juste tu vas publier un article, tu sais qu'il va être lu. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, là, c'est à l'échelle démultipliée, c'est-à-dire que c'est sur la toile. Donc, effectivement, parler du droit à disposer de ces données, et peut-être que quelqu'un va réutiliser ces données. Donc, oui, mais ça peut être encadré, en fait. Enfin, genre, alors, il y a des moyens techniques, ça c'est compliqué, mais il y a aussi des moyens légaux. Par exemple, il y a eu une bataille il y a quelques années pour ce qu'on appelle malheureusement le droit à l'oubli, qui est en fait un droit au déréférencement. Quand il y a des données personnelles qui nous concernent, c'est simple, hein, mais je veux dire, un casier judiciaire, ça ne dure pas éternellement, par exemple. Quand on a fait n'importe quoi en étant jeune, qu'il y a un article en ligne sur nous qui peut nous porter préjudice plus tard quand on a une carrière professionnelle et tout ça, y a un droit, en Europe en tout cas, qui existe, qui est le droit au déréférencement, donc, qui s'appelle droit à l'oubli si on veut le chercher par ailleurs, malheureusement. Et on peut demander à Google de ne plus afficher ce résultat, par exemple, pour qu'il soit plus difficilement trouvable. Ça fait partie des protections et je pense que c'est plus ce genre d'arsenal-là, légal et technique et tout ça qu'il faut développer. Moi, et je pense conscience que non, mais je ne dis pas que c'est plus cet arsenal-là que ce que tu dis. Ouais, il faut les deux. Ouais, c'est ça. Mais je dis que par exemple, on a beaucoup de réponses vachement sécuritaires où les États s'autorisent à plus surveiller, à plus, ce qui est visiblement inefficace vu qu'on en rajoute des couches à chaque fois sans que ça change rien. Tout à fait. Voilà. Je pense que c'est plus les arsenals de protection des gens, de la vie privée, plutôt que de surveillance qu'il faut développer. Clairement, c'est ce qui permettrait d'aller vers une société plus libre et plus sécurisée en même temps, plutôt que de faire comme s'il y avait un espèce de compromis entre les deux nécessaires, quoi. On ne peut pas dire que forcément, pour gagner en sécurité, il faut perdre en liberté. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de nous vendre, qui est faux, parce que je viens d'expliquer qu'on peut faire les choses différemment. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Vraiment, je partage ce point de vue. Il ne faut pas croire à plus de sécurité et que les États aient plus de visibilité sur nos actions et que cela va nous protéger. Non, je pense que c'est une chimère. Par contre, il faut avancer sur les deux plans. C'est-à-dire qu'il faut effectivement avancer sur la protection et la sécurisation des données, mais il faut aussi de plus en plus être éduqué et faire un travail pédagogique avec les utilisateurs de ces technologies. Donc ça peut passer par la famille, mais aussi par les institutions privées ou étatiques, tout simplement. Je pense que c'est un front multiple, en fait, qui fait qu'on peut garantir des données sécurisées. Effectivement, le droit au déréférencement, c'est quelque chose qui est très important, puisqu'on fait une boulette étant jeune. On ne veut pas que ça nous suive toute notre vie, très clairement. Et est-ce qu'on peut imaginer d'autres manières de se protéger? De se protéger de quoi? Quand on parle de sécurité, il faut toujours avoir un modèle de menace, sinon on parle de rien en fait. Donc, de se protéger quand on voit, quand on reprend les tweets cités, se protéger contre la bêtise, c'est compliqué. À partir du moment où on émet un message, que ce soit sur la toile ou écrit dans un magazine papier, finalement, si le message est stupide, homophobe ou quel qu'il soit cyber ou pas, il est ce qu'il est. Donc on parle bien du média, on parle bien du média, donc du média cyber. Se protéger contre la bêtise, c'est quand même assez compliqué. La différence, c'est que si on a dit une connerie dans une interview dans 20 minutes, je ne sais pas pourquoi je cite ce journal, dans un journal, ça va être plus difficile. Bon, alors maintenant, ils sont en ligne aussi, mais dans un truc papier, c'est plus difficile de le retrouver 10 ans après que sur le web.
Ah, il existe des archives qui Il y a des archives, mais numérisent, tu peux pas tomber dessus vraiment par hasard, quoi. Alors que Donc ça des peut tweets, devenir- tu pourrais très bien retrouver sur un article de blog qui cite ce tweet-là, qui est pertinent, l'article de blog, pour autre chose. Donc tu tombes dessus par une recherche Google et d'un coup tu tombes sur le tweet d'un politique qui a dit une connerie à un moment donné quand il était jeune, qu'il n'était pas encore quelqu'un de politique, par exemple. Alors, moi, dans le marketing, ça fait des années que je fais du press clipping. Donc, Oui. on prend les articles écrits, ils sont scannés, numérisés par des entreprises dont c'est le métier, Donc, et ils nous cherchent pour Il y a ça, qu'on ait nos retombées. Donc, tout ce qui est écrit est maintenant numérisé. Donc le truc, c'est que bon, ce que tu dis est vrai, mais je pense qu'il y a quand même, il y a quand même un ordre de grandeur de facilité en plus quand c'est directement sur le web à la quand base. c'est cyber Voilà. à la base. on Et est donc, d'accord. sans vouloir absolument rester dans l'ancien temps, mais je veux dire, on peut vouloir garder un niveau de protection des individus qu'on estime raisonnable. C'est pas forcément faisable techniquement, ça va peut-être être faisable éducativement, je sais pas comment on doit dire, mais en tout cas, on peut déjà avoir un arsenal légal. Par exemple, on pourrait imaginer, je dis ça, c'est peut-être une connerie complète, hein, je le dis dans la discussion, que ce soit interdit, sans autorisation expresse de la personne concernée, de citer un tweet qui a plus de 6 mois. Enfin, c'est un exemple, c'est peut-être complètement stupide, hein, mais on pourrait imaginer ça et qu'il y ait des répercussions légales contre ça et qu'on ne puisse pas utiliser un post de blog ou un post Facebook qui a plus de 5 ans dans une affaire légale, par exemple, pour dire ah oui, mais à l'époque, tu avais dit ça, donc voilà. Parce que simplement, si on n'était pas encore à cette époque-là, en fait, ça aurait été oublié. C'est le droit à l'oubli encore. C'est intéressant ce que tu dis, mais comment techniquement tu obliges les entreprises qui délivrent ces services justement à mettre ça en place? Mais non, mais c'est pas faisable techniquement, Ouais, je pense. on est d'accord. Enfin, ou alors peut-être que c'est faisable avec des technologies qu'on n'a pas encore inventées, mais c'est peut-être qu'on n'a pas envie que ce soit faisable techniquement non plus. typiquement, tu vas parce dire, que tu n'as pas envie que ce soit utilisé pour de la censure ou j'en sais rien. Mm. Mais tu peux avoir juste dans les mœurs, donc ça c'est l'éducation, et dans la loi, le fait de ne pas avoir certains comportements. Donc il y a des choses qu'on ne va pas faire dans la rue. On pourrait très bien imaginer que citer publiquement ou pas un tweet qui a plus d'un certain âge d'une personne, ça ne puisse pas se faire sans avoir l'autorisation de la personne. Comme il y a un droit à l'image sur les photos, comme il y a... Et du coup, tu condamnerais qui? Le service ou la personne qui cite le tweet? La personne qui cite Ouais. le tweet a priori, puisque le service... Non, mais on est ça devient d'accord. compliqué Ouais, si... Tu vois. C'était le sens de ma question. Ok. Et du coup, alors là, donc on parle vraiment en effet de protection qui serait au-delà de l'individu. Mais si on revient sur un plan plus minimal, à minima, sur un plan d'éducation, que vous disiez tout à l'heure, que je disais, comment est-ce qu'on peut imaginer cette éducation? Est-ce qu'elle est vraiment disponible à tout le monde? Parce que c'est vrai que là, même on est au début. Il y a, comme tu disais, il y a des générations qui ne sont pas nées avec le numérique, qui n'ont aucune idée, pas qui n'ont aucune idée, mais qui peuvent faire face à pas mal d'inconnus par rapport à des générations qui sont nées dedans. Donc on sera amené de toute manière à être vraiment dedans. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on ait vraiment tous des bases, que ce soit une culture? Le parallèle avec la voiture est assez bon, hein. Quand la voiture a débuté, on n'avait pas forcément de permis de conduire, il n'y avait pas de code de la route, et puis au fur et à mesure, on a eu de plus en plus de voitures, donc il a fallu créer des règles pour que toutes ces voitures circulent en bonne intelligence. On a ensuite ajouté une assurance obligatoire, on a créé des autoroutes, on a créé des routes secondaires, on entretient ces routes-là. Donc il y a un parallèle avec la vraie vie qui, dans le cyber, est toujours flagrant et toujours prépondérant, et qui fait que le cyber se régule aussi d'une manière générale. On a vu des forums non recommandables qui pouvaient être victimes d'activistes qui les faisaient fermer parce que c'était contre la morale, par exemple. Après, le problème est toujours qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui n'est pas moral, et qui contrôle tout cela. Mais à la fois ça se régule, ça s'encadre légalement, et puis les utilisateurs accompagnent la création et la vie de ce nouveau média. Et si, par exemple, moi j'étais là justement un enfant qui a besoin d'avoir des connaissances, qu'est-ce que tu me transmettrais comme information, comme éducation par rapport à ça là? Qu'est-ce qui serait, disons, les informations basiques à avoir sur... Le même comportement que dans la vie réelle, parce qu'il est encore plus facile
et avec plus de finesse parce qu'il est encore plus facile de se dissimuler sur Internet. Donc on peut tout à fait avoir un prétendu ami sur Facebook qui a une jolie photo, mais qui en fait cette photo a été prise ailleurs, peut-être dans la rue, on ne sait pas, enfin c'est vraiment, ça peut venir de n'importe où, et être sûr que la personne avec qui l'on discute soit bien celle que l'on espère ou qu'elle prétend être. Donc tous les conseils que l'on peut divulguer dans la vie normale sont à appliquer dans la vie cyber avec encore plus de finesse et de profondeur. Après, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Hein, sans être non plus alarmiste, parce qu'il n'y a pas que du mal évidemment, derrière Internet. Donc là, et d'ailleurs dans nos métiers c'est toujours difficile, parce que quand on sort d'une conférence sur la cybersécurité, on en ressort toujours un peu retourné en se disant que le monde est maléfique et que ça va être compliqué de pouvoir poursuivre en étant connecté. Et le premier réflexe, c'est souvent d'éteindre ces connexions, de mettre un post-it sur la caméra, etc. Mais tous les États ne sont pas derrière nos données, toutes les multinationales ne sont pas derrière nos données, et derrière chaque profil Facebook, il n'y a pas un pédophile. Donc il faut appréhender la technologie avec bienveillance, responsabilité, et puis ouverture d'esprit et analyse. C'est le plus important, quoi, d'être... Du coup, je vais rebondir sur deux trucs. Donc quand tu dis toutes les multinationales ne sont pas derrière nos données... sauf celles qui sont clairement derrière nos données. Non mais je veux dire même... par exemple, pour citer un exemple, Google par exemple, ils cherchent clairement à avoir nos données pour les monétiser et tout ça, mais ils ont aussi des services en interne qui cherchent à faire les choses bien, à protéger les données de leurs utilisateurs et tout ça. Malgré tout, ils peuvent eux-mêmes être victimes d'une attaque ou de la loi. D'accord, donc on a vu Prism, il me semble que c'est ce programme-là de la NSA, qui consiste à obliger les opérateurs, du moins américains, à révéler leurs données sur leurs utilisateurs à la NSA ou au FBI ou quoi, selon qui demande. Pourquoi on dit FBI et NSA et pas NSA? C'est bizarre. Bref. Donc il y a cette première chose-là qui est que la personne qui collecte les données et la personne qui traite les données peut avoir toutes les meilleures intentions du monde. Elle peut elle-même être victime de quelque chose, d'une attaque. Ou elle peut, comme je disais l'exemple de Netflix tout à l'heure, mettre à disposition un jeu de données, vouloir faire de l'open data, penser le faire bien, le faire à l'état de l'art actuel de ce qu'on sait faire au niveau anonymisation, et malgré tout, on arrive derrière, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'attaque est plus facile que la défense, et finalement c'est désanonymisé. Donc d'une part, il faut faire attention à ce niveau-là, et d'autre part, donc là maintenant je change de sujet, je reviens sur ce que tu disais, ce que tu as lancé initialement comme discussion sur l'éducation. Donc il y a évidemment beaucoup de choses à faire et tout ça, mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'on puisse donner à tout le monde malheureusement cette éducation-là, parce que selon la sensibilité des gens qui nous entourent, on ne va pas être sensible aux mêmes choses, parce qu'en fait c'est une espèce de conscientisation dont il est question, de l'importance de protéger nos données personnelles, de ne pas en révéler trop, tout ce dont tu parlais tout à l'heure d'éducation. Mais en fait ça c'est au même titre que... comment se comporter dans la rue, d'accord, avec les gens, c'est au même titre que l'homophobie, que le sexisme. C'est des choses auxquelles, si on n'a pas dans nos amis proches ou dans notre milieu, ou si on n'est pas militant sur certains points, on va moins être conscientisé. Et où il y a des gens qui vont dire, en pensant être de bonne foi, mais je suis pas sexiste, j'aime ma mère, tu vois, genre. Et ça, c'est un vrai problème. Et en fait, c'est le même problème qui se pose, c'est à nouveau ce que tu disais toi, que le problème il n'est pas spécifique au cyber, quoi. C'est que, oui, il y a un problème de conscientisation, mais au même titre que pour plein d'autres problèmes de société, en fait. Et du coup, il y a des gens qui ont de la chance par leur milieu professionnel, par leurs études, par leurs rencontres, par leur réseau d'amis, de militants, de j'en sais rien, d'être conscientisés sur certains problèmes, et ils vont pas l'être sur d'autres. D'accord, donc on peut tout à fait être quelqu'un de super ouvert et tout, et pas se rendre compte que de temps en temps on dit des trucs complètement racistes qui choquent des gens. Et c'est un vrai problème que ce soit le cas. C'est la même chose pour le cyber en fait. On va être un danger, on va, sans s'en rendre compte, reprendre des choses de nos amis et les balancer, prendre des photos en soirée et dire genre « Ah, regardez, c'est bon, je vais partager sur Facebook une soirée où j'ai mon pote qui est complètement torché ». C'est la même chose en fait. Il s'agit d'une conscientisation qui est nécessaire et qui est difficile, qui va dépendre vachement de notre expérience, de notre vécu. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Et de la connaissance aussi de ces mêmes outils qu'on utilise.
C'est une condition sine qua non, quoi. Il faut connaître les systèmes qu'on utilise. Alors, il faut connaître les systèmes qu'on utilise. Comme tu disais, c'est compliqué que chaque personne devienne maître et connaisse à fond son système. Et il existe pour autant des outils qui permettent de protéger à minima, d'avertir. Je ne pense pas que des outils payants, et il y a aussi des extensions, par exemple pour le navigateur Firefox, qui permet de dire attention, si tu vas sur ce site-là, beaucoup d'utilisateurs l'ont reporté comme étant un site malveillant. Donc il y a des outils qui existent, mais encore faut-il en avoir conscience que l'on a besoin de ces outils-là. Voilà. Fort heureusement, il y a une première étape qui est franchie, c'est que d'une manière générale, lorsque l'on a, en tant que particulier, une machine, un PC, un Mac un peu moins, mais en tout cas un PC, on se dit j'ai besoin d'un antivirus. Et ça, c'est une première étape qui va pas du tout assez loin, mais qui est déjà une première prise de conscience. Comme on peut se dire je monte dans ma voiture, je mets ma ceinture de sécurité. Pour autant, il ne faut pas rouler sous l'emprise de l'alcool, il ne faut pas prendre la route à contresens, il ne faut pas, etc. etc. C'est un ensemble d'actions, de bonne conduite, de mauvaise conduite, de prise de conscience qu'il va falloir continuer à amener. Le souci, c'est que la technologie évolue extrêmement vite et qu'on ne peut pas demander à tout à chacun de devenir expert sur ces technologies. Donc il faut s'entourer d'objets ou de bonnes pratiques et ou de logiciels qui peuvent nous aider dans notre propre protection. Sans parler d'être expert, juste il y a des choses très simples qu'on peut faire et que je pense que 99% des gens ne font pas sur les systèmes qu'ils utilisent. Par exemple, les devices iOS, qui a lu les conditions générales à chaque mise à jour de l'OS d'Apple? Non mais personne ne le fait. Mais du coup... Si, il y a des gens, mais un peu tarés quoi. Non mais voilà, il est plus important à mon avis de mettre un bon mot de passe pour accéder, pour éviter que quelqu'un accède à ton iOS plutôt que d'essayer de te battre contre une multinationale. Et à partir du moment où tu as acheté je parle pas de me battre, quand je parle des connaissances des systèmes qu'on utilise, c'est de savoir quelles sont leurs limites, quelles sont leurs failles, sans rentrer dans la technique. C'est-à-dire que potentiellement, imaginer le pire des scénarios en utilisant tel ou tel système. Déjà, c'est vachement compliqué en fait. Oui. Tu vois, genre, quelque chose de plus réaliste qu'on pourrait exiger, c'est que les conditions d'utilisation ne fassent pas 12 pages. Que ce soit beaucoup plus clair, que ce soit comprenable par un moldu, tu vois, genre... Le problème, c'est que si c'est pas clair et que ça fait pas 12 pages, tu vois, légalement, c'est pas reconnu non plus. Donc, oui, mais tu peux très bien... Ça par exemple, c'est un truc que on pourrait avoir des outils qui disent... ok, donc les termes de service reconnus, qui vont avoir une valeur légale, c'est ça. Peut-être qu'on pourrait avoir des outils qui les génèrent depuis, ou qui font l'inverse, depuis des choses très simples, compréhensibles par des gens qui ne sont pas juristes, tu vois. Ça, c'est des choses sur lesquelles, ou alors on peut exiger que les deux soient rédigés, quoi. Il existe des licences libres, donc c'est des licences qui permettent de mettre des œuvres, des documents, comme les logiciels libres en fait, donc c'est-à-dire l'auteur autorise a priori les gens qui vont l'utiliser à rediffuser l'œuvre, à la modifier, voilà, sous des conditions, d'accord ? Donc ces licences, les plus connues s'appellent Creative Commons. Les licences Creative Commons, elles existent toutes dans 3 formes. Il y a une forme légale, qui est traduite dans les langues de toutes les juridictions possibles, qui est valable dans les pays où il y a du copyright et dans les pays où il y a du droit d'auteur. Il y a une forme qui est simplifiée, qui est pour les utilisateurs, pour dire genre juste, tu lis ça, c'est 4 lignes, et tu as compris ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire. D'accord ? C'est précisé, ça n'a pas une valeur légale, mais déjà c'est simple. Et il y a une 3e version, qui est une version, numérique, que par exemple tu peux mettre dans un document PDF, dans les métadonnées du document, il est sous telle licence. Et du coup, un moteur de recherche va pouvoir savoir, si tu lui dis je veux absolument des images ou des documents que j'ai le droit de réutiliser dans un cadre commercial, par exemple, il va pouvoir dire ces documents-là c'est bon. D'accord ? Donc tu pourrais imaginer ça pour les conditions d'utilisation des appareils aussi. Bonjour et bienvenue dans la rumeur. Révélé. Je cause avec toutes les Température baisse, plus les esprits s'échauffent. Mais en même temps que l'eau monte, Origine de ce remue-ménage, la rumeur, elle aussi, grossit. 4,2 milliards des individus sont des internautes. Selon une étude de Techmark, nous regardons 221 fois par jour notre smartphone et 140 fois par jour notre ordinateur. Et ce n'est qu'un début. Pour prendre un exemple, l'intelligence des objets va accroître de manière significative notre rapport au monde virtuel.
Une éducation à cet univers devient donc nécessaire, plus encore lorsque l'on regarde les cyberattaques croissantes liées à une utilisation de technologies exponentielles. Le numérique est-il devenu une nouvelle source d'insécurité? Pour répondre à cette question, je me retrouve avec Pablo Rossi. Bonjour Pablo Rossi. Bonjour. Vous êtes chercheur au LIAST, Oui. spécialiste de la vie privée et de la cybersécurité, J'essaye. et vous êtes maître de conférence à l'Université de Saint-Denis. Oui. Je me retrouve aussi avec Benoît Grunenwald. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes employé chez EZ, qui est une entreprise qui fête ses 30 ans cette année, Tout à fait. qui est une entreprise placée 5e sur le marché mondial de la cybersécurité. Et je me retrouve avec Clément Pévrier. Février, bonjour. Bonjour. Et vous êtes le développeur du jeu Anna. Alors, je suis cofondateur du studio Almost Game. Oui. Et je suis game designer sur le jeu Anna the Game. Et je suis aussi chef de projet dans le digital. Voilà. D'accord. Justement, on va aller vers votre jeu. Ok. J'aimerais qu'on puisse, Très bien. justement, on va commencer le débat avant de discuter. J'aimerais que nous agissions d'une certaine Parfait. manière. Donc, vous voulez tester le jeu? C'est ça? Voilà, Principe. exactement. Ok. Alors, pour résumer l'expérience, donc c'est un jeu qui réplique l'interface d'un smartphone que tout le monde connaît. Pourquoi? Parce qu'on voulait casser le 4e mur entre le jeu et le joueur. Et donc vous allez retrouver une messagerie, vous allez retrouver les appels vocaux, les notes, le calendrier. Et l'idée, c'est qu'au début du jeu, des gens vont venir vous parler sous forme de messages textuels, donc comme dans une appli de messagerie, quelle qu'elle soit. Donc au début, ça va être très simple, ça va être des messages assez basiques, assez standards de gens que vous allez apprendre à connaître. Et très vite, dans l'aventure, quelque chose va déraper, ça va glisser vers un thriller et vous allez devoir résoudre des énigmes, essayer de comprendre ce qui se passe, sachant que chacun de vos choix va impacter votre aventure de manière significative sur les interactions que vous avez avec les personnages, mais aussi sur les fins du jeu. Donc comme dans la vraie vie, en fait, ça brise le 4e mur, parce que quand vous avez le téléphone dans votre poche, vous recevez des notifications. Alors vous savez que c'est l'application Anna the Game qui vous envoie des notifs, mais si vous attachez un tant soit peu au personnage qu'on a essayé de travailler, on a mis de la profondeur, etc., vous allez vite être perdu à savoir est-ce que c'est un message que j'ai reçu d'un de mes contacts, ou est-ce que c'est quelqu'un du jeu qui n'est pas vraiment réel pour le coup. Mais voilà, c'est le principe du jeu. Donc là, vous êtes dans la phase de tuto, vous pouvez choisir si vous êtes un homme, une femme. C'est tout. Si vous êtes Je dois intéressé. choisir un code. Voilà, donc qui peut paraître anodin, mais qui aura son importance plus tard dans l'aventure. Je ne vais pas trop spoiler le jeu. Vous pouvez bien sûr écrire votre nom, votre prénom. Donc, alors après, on va parler de sécurité informatique. Ces données ne sont absolument pas divulguées à qui que ce soit. Elles sont en local dans le jeu. Si vous supprimez l'application, elles disparaissent. Donc voilà, donc, vous recevez les premiers messages normalement. Ça charge. Ça charge. Ouais. Tu as reçu un premier message. Oui. Donc d'une dénommée Anna, et qui te dit, je sais pas si tu veux bien lire le message. Salut chérie, je te rappelle que j'ai pris rendez-vous avec le docteur le 7-04-16. Tu peux voir le rendez-vous dans ton calendrier et accepter l'invitation s'il te plaît. Donc là j'ai mis, il faut que j'aille dans le menu. Voilà, donc là c'est très simple au début, c'est pour apprendre aux joueurs à aller dans un calendrier, accepter une invitation, etc. pour que ça déclenche la suite du jeu. Même si familièrement on sait tous utiliser un calendrier aujourd'hui sur un smartphone, puisque le digital est rentré dans nos vies, c'est aussi l'objet de l'émission. Donc voilà, donc là tu as reçu les premiers messages. Alors au début c'est très trivial comme je disais, ça va être très simple, ça va être votre ami qui va venir vous parler, qui a un match de foot, est-ce que vous acceptez ou pas? Libre à vous d'accepter en fonction de prendre les informations du téléphone. Peut-être que ce soir-là du match de foot vous aviez rendez-vous avec votre copine ou votre copain. Donc voilà, ce genre de choix va impacter votre aventure jusqu'au moment clé où au milieu de l'aventure il va se passer quelque chose de terrible et ça va vous plonger vraiment dans un thriller interactif pour essayer de vous faire vivre en fait la pire journée de votre vie, quoi. Donc là par exemple je suis en retard pour le restaurant. Par exemple, si tu te calques sur l'heure de la vraie vie, ouais. Non, même 31, 30. Ouais, mais là ça c'est pas l'heure du jeu en fait, 8h31 c'est l'heure de mon OS. Ah, ouais. Ok. Oui, ça c'est fourbe. Et combien est-ce qu'il y a de possibilités? Alors en termes de quoi? En termes de possibilités, si moi je réponds quelque chose et que lui répond autre chose. Alors ouais, très bonne question. En fait, il y a basiquement un point A pour aboutir à un point B, C, D. Donc en fait, il y a 3 fins différentes. On peut arriver vraiment à ces fins en suivant des choix différents. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez refaire le jeu
pour découvrir des nouveaux axes narratifs, pour vous apprendre un peu plus sur le background de l'histoire, puisqu'il y a quand même une dizaine de personnages, il y a aussi des références à des personnages qui ne sont pas dans le jeu, mais qui seront potentiellement dans une suite ou dans un prologue. Et donc tout ça vous en apprend plus sur le background. Donc on a des gens comme ça qui ont refait le jeu en boucle pour vraiment choper tous les détails. Et puis après on a mis des choses qui nous faisaient marrer, comme des boucles temporelles. Vu que c'est un jeu qui propose des choix multiples, on s'est dit mais si une personne répond de manière répétée un certain nombre de fois une réponse pour tester le jeu dans ses limites, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il ne va jamais sortir de cette boucle. Et donc on a pris le parti de dire ah bravo, tu es dans une boucle temporelle, comment on fait maintenant pour t'en sortir? Eh ben on t'impose un choix. Voilà. C'est quand même pour rappeler que c'est un jeu vidéo, que ça reste divertissant. Et le travail de game designer, c'est certes de faire quelque chose de réaliste dans ce cadre de projet, puisque on voulait coller à la réalité, on voulait casser le 4e mur, mais il faut que ça reste fun à jouer. Et la réalité, elle n'est pas si fun que ça. Donc il y a quand même de l'humour, il y a des choses qui paraissent peut-être invraisemblables dans les choix de réponses qu'on livre aux joueurs. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ah, j'aurais pas dit ça dans les 3 choix qui m'ont... » Oui, mais on peut pas... voilà, c'est des réponses choisir le truc le plus proche. Ouais, voilà, de ta personnalité. Sachant que dans le jeu, quand même, on propose aussi du free text. Donc, ce qu'on appelle le free text, c'est quelqu'un va vous poser une question et vous pouvez répondre non, je ne t'aiderai pas, par exemple. Mais à ce moment-là, la personne va peut-être se vexer et peut-être que vous n'aurez plus de nouvelles de cette personne. Là, déjà, ma copine, elle est vénère parce que je lui ai dit « Ok, ça marche et pas bisous, je t'aime, quoi. » Ah, voilà. Bon, bah... genre, oui, t'es sûr que tout va bien? Un peu lourde. Elle veut mon numéro de carte bleue maintenant. Ah, mais pourquoi? J'ai déjà reçu des mails.